Bonsoir à vous tous. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir à notre présentation Comment naviguer le TSA et les troubles concomitants de la santé mentale. Je vous présente la présentatrice de ce soir, Madame Kathleen Patterson. Bonsoir Kathleen. Bonsoir. C'est à ton tour. Merci. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la présentation. Donc, merci pour l'introduction, Mélanie. Donc, mon nom est Kathleen Patterson et je suis psychothérapeute autorisée et consultante en santé mentale. Et ce soir, comme Mélanie vient de l'indiquer, nous allons parler de santé mentale et du trouble du spectre de l'autisme. Donc, de façon plus particulière, en fait, nous allons aborder certains thèmes. Donc, on sait que avec les troubles du spectre de l'autisme, il y a aussi la présence de conditions secondaires, hein, concomitantes en santé mentale qui peuvent accompagner ce type de diagnostic-là. Et parfois, ça peut être difficile, en fait, de reconnaître, d'identifier ou de naviguer justement ces conditions-là secondaires pour les individus autistes, mais aussi pour leur entourage. Donc, ce soir, ce qu'on va regarder ensemble, c'est un petit peu comment démystifier, comment naviguer tout ça, comment mieux reconnaître aussi certains des symptômes. Donc, on va certainement parler du trouble du spectre de l'autisme et des conditions concomitantes qu'on peut retrouver en santé mentale. Mais on va aussi voir comment différencier justement entre les caractéristiques de l'autisme et les symptômes qui sont peut-être davantage propres à des problématiques en santé mentale. Nous allons aussi explorer quand on devrait demander de l'aide par rapport aux éléments de la santé mentale. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme entourage, donc que ce soit membre de la famille, proche aidant, qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent dépassé, justement, si en plus du diagnostic d'autisme, il y a aussi des problématiques en santé mentale. Et puis finalement, on va faire un petit retour, les points importants à retenir, mais aussi s'il y a des questions, donc je serai disponible pour y répondre. Donc, sans plus tarder, allons-y avec, disons, l'essentiel, les thèmes que nous allons discuter. Donc, les difficultés en santé mentale sont fréquentes et quand je dis elles sont fréquentes, c'est pas seulement pour les personnes qui sont sur le spectre de l'autisme, mais c'est de façon générale. Ce qui est important de savoir, c'est que la santé mentale, en fait, se situe sur un continuum qui peut vraiment osciller entre une bonne santé mentale, des problèmes de santé mentale ou des symptômes de légers à moyens, jusqu'à des problèmes un peu plus sérieux et vraiment des maladies mentales qui sont diagnostiquées. Je pense que l'important par rapport à tout ça, c'est de savoir que nous avons tous une santé mentale et qu'elle peut varier à différents moments dans notre vie, hein. On sait, et peut-être que certaines auront déjà entendu ce chiffre-là, mais environ 20 de la population générale éprouve ou va éprouver des problèmes en santé mentale ou une maladie mentale pouvant être diagnostiquée au courant de leur vie. Donc, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Ce qu'on sait par contre, c'est que ce risque-là est accru au niveau des problèmes de santé mentale chez les personnes autistes et on va explorer en fait ce soir ensemble pourquoi c'est le cas. Quels sont les facteurs, quels sont les éléments qui font qu'il y a un risque accru? Et on sait aussi que les problèmes de santé mentale peuvent se manifester différemment chez les individus autistes aussi, ben, entre autres dû au fait qu'il y a aussi que ça interagit avec justement certains symptômes ou certaines caractéristiques qui sont propres à l'autisme. Mais on va voir aussi un peu plus en détail comment justement ça se manifeste dans ce cadre-là. Donc, pardon. Hem, donc au niveau des autres conditions, les conditions, si on veut justement, secondaires, ben, d'abord une des choses peut-être importantes à spécifier, c'est que l'autisme en tant que tel, ce n'est pas une maladie mentale, hein, c'est une neurodiversité, pardon. Donc, ça implique des altérations au niveau du cerveau qui peuvent se mettre en place
avant la naissance, qui touchent au langage, qui touchent à la motricité, perception, les émotions, les interactions sociales, etc. Mais ce n'est pas une maladie mentale, d'accord? Et par contre, les personnes autistes sont souvent affectées par une ou plusieurs conditions ou pathologies au niveau de la santé mentale, des pathologies secondaires. Souvent, donc, les personnes vont rencontrer certaines difficultés au niveau émotionnel, justement, qui interagissent hein, avec certains des symptômes de l'autisme. Il y en a certaines qui sont plus fréquentes, qu'on retrouve plus fréquemment chez les personnes autistes. Donc, entre autres, les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, l'anxiété, la dépression, les troubles bipolaires. Donc, ce sont des conditions secondaires qu'on retrouve plus souvent. Et puis, certaines études hein, qui ont été menées vont jusqu'à suggérer environ 40 des personnes autistes auront une ou deux conditions secondaires là, au niveau de la santé mentale, dont celles que j'ai nommées, mais qui peuvent aussi, auxquelles peuvent s'ajouter bon, des comportements d'opposition, euh, des tics, énurésie, pardon, encoprésie, etc. Donc, il peut y avoir différentes conditions là, qui peuvent se présenter et ce c'est pas les mêmes pour tout le monde non plus. Hein. Donc important, à noter. Donc, je pense que c'est un point important à souligner compte tenu du chiffre que j'ai mentionné, le 40 et le fait que, on en retrouve assez souvent, c'est que justement les pathologies secondaires, sont plutôt la norme en fait que l'exception chez les personnes autistes. Donc ce que ça dit, c'est que ça suggère que même avec les études, les chiffres sont peut-être en fait plus élevés que ce que les chiffres nous disent parce que ce ne sont pas toutes les personnes qui vont être identifiées ou diagnostiquées ou qui vont aller demander de l'aide, même au niveau de la santé mentale. Certaines vont vraiment plus mettre l'emphase sur le diagnostic du TSA et puis les troubles secondaires vont être un peu mis de côté malheureusement. Et pourquoi? En fait, c'est plutôt la norme que l'exception. Mais je pense qu'on a juste à penser à l'idée que le fait de grandir dans une société qui ne nous comprend pas, ne nous accepte pas, ne nous soutient pas ou souvent qui va rejeter hein, certaines personnes qui sont neurodiverses. Donc, ça peut amener ces personnes à avoir à poser un regard assez euh, différents sur elles-mêmes, hein. Ça va changer leur propre perception d'elles-mêmes, leur perception des autres, leur perception de la vie et ça peut amener justement à développer certains symptômes au niveau de la santé mentale. Donc, c'est vraiment important de tenir compte de ceci, d'abord dans l'accompagnement qu'on offre aux personnes et aux familles. Et aussi par rapport au soutien qui est offert, parce qu'on sait que si, le soutien n'est pas adapté, aux besoins de l'individu et des personnes aussi qui l'entourent, ça peut avoir vraiment un impact sur la façon, dont les personnes autistes se sentent, mais aussi contribuer davantage, à leurs difficultés au niveau de la santé mentale. Donc c'est vraiment important d'être sensibilisé à cet aspect-là, qu'il y a effectivement un risque plus élevé, hein, au niveau d'enjeux de santé mentale pour les personnes qui sont sur le spectre. Donc, en termes de facteurs associés à la santé mentale, ce que je mentionne ici, c'est valable pour tout le monde, hein. Donc la santé mentale est influencée par différents facteurs et là, je les ai regroupés en facteurs assez généraux, mais les facteurs, sociaux, donc tout ce qui est du domaine des relations avec les autres, le milieu de vie, les interactions, le milieu dans lequel on évolue. Donc, tous ces facteurs-là qu'on appelle facteurs sociaux peuvent avoir un impact. Ensuite, les facteurs psychologiques, donc l'esprit, les pensées, les perceptions, tout ça aussi vient jouer. Et il y a aussi certains facteurs biologiques au niveau du corps. Il peut y avoir certaines prédispositions aussi. Évidemment, ces facteurs-là peuvent, disons, avoir un impact de façon individuelle, mais souvent aussi, c'est des facteurs qui vont interagir entre eux. Pas souvent, mais en fait, tout le temps, ces facteurs vont interagir entre eux.
et peuvent encore une fois exacerber certains symptômes, certaines situations là, au niveau de la santé mentale. Donc, si on regarde, par contre, là, je parlais de façon plus générale, mais si on regarde par contre, ce qui est plus spécifique, hein, heu, à la population, aux individus autistes, il y a quand même certains facteurs, qui vont, vraiment jouer un rôle spécifique par rapport à la santé mentale. Encore une fois, le fait de grandir dans une société qui n'est pas autiste, hein, disons la population générale, la majorité des gens ne sont pas autistes, mais ça peut amener les personnes autistes vraiment à se sentir isolées, se sentir incomprises, rejetées, par rapport à leur identité. Donc, elles peuvent aussi, vivre des situations traumatiques, en raison de mauvaises expériences. Par exemple, on peut penser à l'intimidation, le harcèlement, l'exclusion de la société, être incompris, être rejeté par les pairs, mais aussi par la famille et même parfois par les prestataires de services. Donc ça peut être très complexe. Donc des facteurs, qui peuvent jouer aussi, c'est, le masquage ou le camouflage, que les personnes autistes peuvent, se sentir obligées de mettre en place, pour essayer d'accommoder, les personnes qui ne sont pas autistes ou encore de fonctionner, disons, «normalement» entre guillemets, dans certains milieux, que ce soit, le milieu scolaire, le milieu du travail ou même dans les milieux sociaux. Donc les personnes peuvent se retrouver à faire des efforts vraiment assez importants pour essayer de un peu, tenir à l'écart certains gestes ou comportements qui sont souvent des comportements, plus justement apaisants, qui les aident à passer à travers, disons, certains moments ou certaines journées. Donc ils peuvent vraiment se restreindre dans ces comportements-là pendant des périodes prolongées, ce qui peut causer, beaucoup de tension, beaucoup de stress, d'anxiété, chez les personnes. Ça peut être aussi une inquiétude à savoir est-ce que je vais être capable, en fait, de me retenir de certains comportements, pendant, tel événement ou telle situation qui peut aussi causer de l'anxiété. Donc ça, c'est un facteur qui est certainement spécifique, au TSA. Ensuite, évidemment, le fait d'être dans un entourage ou dans un milieu qui est, approprié, qui répond aux besoins de la personne, autiste, qui valide la personne dans son vécu. Donc, disons un milieu plus neuro-affirmatif, peut certainement jouer positivement, mais l'inverse est aussi vrai. Donc le fait de grandir ou d'évoluer dans un milieu, qui n'est pas approprié, qui ne répond pas de façon appropriée aux besoins, de la personne autiste peut avoir, des impacts négatifs certainement, surtout si, donc c'est plus qu'un milieu qui est inapproprié. Donc parfois la personne peut avoir un entourage qui la soutient bien, un entourage familial, mais c'est plus au niveau, disons, scolaire ou c'est plus au niveau du travail où c'est difficile. Mais si en plus, il y a différents milieux qui ne sont pas appropriés, donc le milieu, familial, le milieu social et en plus le milieu, des études ou du travail sont inappropriés, ben les impacts peuvent, évidemment être, encore plus sérieux. Donc c'est vraiment important là d'en tenir compte. Ensuite, le fait d'avoir accès, à un réseau de soutien. Alors, ce ne sont pas toutes les personnes qui connaissent bien les ressources ou qui ont accès aux ressources même. Alors ça peut avoir un impact, très important. Et puis les ressources, peuvent être des ressources, informelles, comme un milieu soutenant, mais aussi des ressources formelles, donc avoir accès à des professionnels, en santé mentale qui sont, formés, et qui comprennent bien les enjeux spécifiques, des individus avec un trouble de l'autisme. Ça peut vraiment faire une différence, hein, dans les services et ce qui est offert. Évidemment, il y a toute la question des expériences de vie négatives, donc à quoi les personnes sont exposées. Puis on a parlé de harcèlement, d'intimidation, surtout si les personnes sont incomprises par les différents milieux.
Donc, ça peut être très ostracisant quand on parlait de trauma. Donc, ça peut donner lieu certainement à des traumas chez les personnes qui sont exposées sur base régulière. Et toute la question des inégalités et des injustices aussi auxquelles les personnes sont exposées. Donc, on sait malheureusement, par exemple, que les personnes avec un diagnostic de trouble d'autisme sont de façon disproportionnée, vivent des défis à trouver de l'emploi, à maintenir un emploi stable. Donc, il y a beaucoup d'inégalités à ce niveau-là. Bon, au niveau du système de l'éducation, il y a des choses, il y a certainement des ressources et des choses qui sont mises en place, mais c'est quand même difficile et il y a quand même des défis qui persistent. Donc, le fait, encore une fois, d'être exposé à tout ceci peut certainement exacerber plusieurs des symptômes. Et puis ensuite, toute la question des transitions. Alors, on sait que les changements pour les gens, de façon générale, c'est difficile et ça peut occasionner un certain stress ou de l'anxiété, mais particulièrement pour les personnes qui sont sur le spectre, toute la question des transitions peut occasionner un stress encore plus important. Hein, et puis on sait que dans la vie, en fait, il y a toujours des changements qui se produisent, des petits, des moyens et des plus grands. Mais de façon quotidienne, il y a quand même toujours des transitions et ça peut être certainement un facteur là, qui implique. D'autres facteurs aussi, je pense, qui sont vraiment importants de mentionner, c'est la décision de dévoiler ou non un diagnostic et la stigmatisation qui peut venir avec un dévoilement ou un non-dévoilement. Puis ici, je m'explique peut-être un petit peu plus en détail, c'est-à-dire que si on décide de ne pas dévoiler qu'on est un individu autiste, eh bien, ça peut nous protéger dans certains cas, mais parfois ça peut aussi donner lieu à des incompréhensions ou du jugement hein, de la part de l'entourage ou de la société ou des différents milieux dans lesquels on évolue. Donc, évidemment, ça peut donner lieu à ce qu'on disait des préjugés ou du stigma. Donc, ça, c'est un aspect. Mais le fait de dévoiler aussi peut donner lieu à d'autres préjugés et d'autres formes de stigmatisation. Donc, je pense que les 2 côtés peuvent jouer, peuvent être un facteur, qui occasionne justement anxiété, stress, problèmes d'estime de soi, symptômes de dépression, des choses comme ça. Donc, c'est important d'en tenir compte. Évidemment, j'en ai parlé un petit peu, à travers les autres diapos, mais tout ce qui est question du milieu d'éducation, milieu de l'emploi ou même le fait de rechercher un logement. Donc, tout dépendant du milieu dans lequel on se retrouve et du soutien qui est disponible dans ces milieux-là, certainement, ça peut donner lieu aussi à des situations complexes et difficiles et ça peut amener justement de l'anxiété et des défis. L'accès aux services, alors est-ce que les services, sont accessibles, sont disponibles, pour la personne, les bons services? Et aussi une reconnaissance et une validation, du vécu émotionnel de la personne, autiste. On sait que c'est un vécu qui est vraiment, difficile parce que, de façon quotidienne, hein, c'est d'essayer de fonctionner et d'évoluer, dans un monde, dans une société qui n'est pas adaptée à des besoins, qu'ils ont. Donc, je pense que c'est le fait d'avoir la possibilité que ce soit reconnu, entendu, validé, ça fait une grande différence, mais quand ce n'est pas entendu ou validé, ça a aussi un impact, vraiment, important. Tous ces facteurs-là, je pense, peuvent avoir aussi un impact sur l'estime de soi. Donc si on vit de l'injustice, si on vit de la stigmatisation, si on ne se sent pas entendu ou reconnu ou on se sent différent, évidemment, ça peut, certainement impacter l'estime de soi, versus si on a accès à des bons services, des services appropriés, un bon réseau de soutien, si on est entendu et on est, validé par notre entourage. Évidemment, ça aussi, ça peut avoir un impact dans l'autre sens sur notre estime de soi. Donc, c'est important d'en tenir compte. Tout l'aspect de la planification et de l'organisation, hein, on parlait tout à l'heure des transitions, comment ça peut être un facteur important
Et puis, s'il y a des personnes qui ont déjà assisté à d'autres présentations que j'ai fait par le passé, alors vous saurez que je travaille en santé mentale, mais je suis aussi parent de 2 jeunes individus qui sont sur le spectre de l'autisme, donc un jeune adulte et un adolescent. Et puis je donne parfois des exemples. Je vais donner l'exemple de mes 2 fils, mais dans un sens, dans des directions opposées. Donc, mon fils aîné est quelqu'un qui est extrêmement organisé et planifié, qui planifie à la minute près son horaire, son agenda. C'est une stratégie, une capacité qu'il a développée en fait pour l'aider à anticiper les transitions, les changements, et puis lui a permis en fait de mieux gérer son stress. Donc ça l'aide, hein, c'est un facteur qui l'aide. Et par contre, j'ai à l'inverse mon plus jeune. Oui, ça peut être lié à l'âge, mais il a aussi un diagnostic de TDAH. Donc pour lui, tout ce qui est de l'ordre de la planification et de l'organisation, c'est un réel défi, ce qui fait que ça donne lieu à beaucoup de moments, et de symptômes d'anxiété. Donc on peut voir comment, cet aspect-là peut jouer dans les 2 sens. Et puis aussi le fait d'avoir, des intérêts et des passions. Donc ça peut être positif, ça peut être un facteur, protecteur si ce sont des intérêts ou des passions qui peuvent, bien servir, la personne, dans son futur et dans son avenir, hein. Si je pense à quelqu'un qui aurait, un intérêt en sciences informatiques, ou en technologie, ben, évidemment, ça peut être un facteur qui peut aider à ouvrir des portes. Peut-être, par contre, quelqu'un qui aurait un intérêt beaucoup plus, spécifique, disons, je sais pas, collectionner des thèmes, qui il y a peut-être moins d'ouverture à ce niveau-là. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait, ostraciser la personne si le champ d'intérêt est vraiment limité, si la personne a du mal à s'intéresser à d'autres choses. Donc ce sont tous des facteurs là à garder en tête ou à évaluer, par rapport aux troubles du spectre de l'autisme. Donc, ces facteurs-là, donc je dirais quand on y pense, quand on y pense de façon plus, dans le sens plus négatif, donc avoir en fait, un manque d'accès à du soutien, une estime de soi négative, des intérêts qui sont peut-être plus spécifiques, plus cernés, donc ou encore vivre de l'inégalité ou de l'injustice. Donc ces facteurs-là peuvent certainement engendrer, de la détresse, peuvent induire aussi, une surcharge au niveau sensoriel ou au niveau émotionnel, et peuvent aussi limiter vraiment la capacité, de la personne à faire face, à certains événements, ou à certaines situations, surtout si la personne donc, vit de la détresse et puis en même temps, justement se sent dépassée, ça peut devenir difficile de faire face aux situations. Et ça, c'est vrai, même s'il y a pas de diagnostic en santé mentale. Mais si on regarde, pour plusieurs personnes autistes, elles peuvent avoir, en fait, des problèmes ou des symptômes en santé mentale qui vont au-delà même des caractéristiques, de l'autisme, donc qui en fait, en soi, pourraient mériter un diagnostic séparé. Et c'est là où c'est vraiment important, de porter une attention particulière parce qu'il peut y avoir, ben, des stratégies et des traitements qui seront différents pour répondre à ces conditions-là secondaires qui sont, plus spécifiques. Donc c'est vraiment important de pouvoir, différencier entre les 2. Donc, je vais commencer par l'exemple de l'anxiété, puis, je pense que je l'ai mentionné tout à l'heure, mais on n'aura pas l'occasion de regarder tous les troubles secondaires en santé mentale qui peuvent coexister avec le trouble de l'autisme parce qu'il y en aurait plusieurs et puis qu'on a un temps limité. Alors j'ai choisi de me pencher sur en fait 2 conditions qui sont assez fréquentes, je dirais, qui est l'anxiété et la dépression, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis, donc je vais commencer avec, l'exemple de l'anxiété et puis, je vais donner un exemple qui est plus général, c'est-à-dire que c'est un exemple qui peut s'appliquer à tout le monde dans la population générale et pas juste aux individus, qui sont autistes. Donc, ce qui est important de savoir avec l'anxiété, c'est qu'elle peut être adaptative.
elle joue un rôle important. Donc, je pense qu'il faut savoir que c'est normal de vivre de l'anxiété ou du stress à certains moments. Par exemple, si on se promène sur la rue et puis tout d'un coup, en prenant une marche et on rencontre un gros chien qui a l'air menaçant, qui gronde, qui aboie, qui vient sur nous, le fait d'avoir une réaction de stress. Donc, c'est adapté, c'est normal, c'est une réaction qui est provoquée par une menace ou un danger, un préjudice qui est vraiment réel, hein. Donc, la réaction, elle est logique. Si on n'a pas cette réaction-là, si on ne se rend pas compte qu'il y a une menace, ce serait ça qui serait anormal. Donc, dans ce cas-là, la réaction est utile pour nous alerter et pour qu'on puisse réagir en conséquence. Donc, on a tous, à certains moments, un certain niveau d'anxiété ou de stress. Quand ça devient problématique, c'est vraiment, quand on réagit à des choses ou des événements, qui sont pas dangereux en soi, hein, ou qui sont moins nocifs que ce qu'on pourrait imaginer, et que les sentiments d'anxiété ou de stress que l'on vit sont vraiment davantage provoqués par, l'anticipation. Donc on anticipe, un danger, on ima se on a des pensées, on se fait des idées par rapport à ce danger-là et parfois même on amplifie, le danger. Donc je vais donner l'exemple de quelqu'un qui n'aime pas, parler en public devant un groupe, et disons un élève qui a une présentation à faire. Donc là, ça peut devenir une situation où la personne va vraiment, amplifier, comment les choses vont se passer. Donc, la personne commence à s'inquiéter de bafouiller, de pas bien, parler, de faire des gaffes, et puis, va nourrir là des idées, stressantes par rapport à ça. Donc ça peut être un élément qui est plus problématique. Ça peut être aussi plus davantage problématique si c'est une tendance, hein, qu'une personne a, à justement anticiper ou avoir de l'anxiété par rapport à plusieurs situations du quotidien. Alors, pour l'anxiété, il y a vraiment, hein, toute une panoplie de signes qui peuvent se présenter. Donc, je passerai pas à travers tous les signes qui sont sur le tableau ici, mais on peut en regarder quelques-uns. Donc, évidemment, avoir des palpitations au niveau du cœur, avoir la tête un peu étourdie, légère, les mains moites, donc certains tremblements, papillons dans l'estomac. Donc ça, c'est plus les signes corporels. Ensuite, on peut, disons, hem, donc si on regarde au niveau des actes, ou des façons de faire, donc faire de l'évitement par rapport à certaines situations, ou se retirer de certaines situations. Dans certains cas un peu plus sérieux, ça peut même aller jusqu'à certaines formes d'automutilation, donc se ronger les ongles, se gratter la peau, pour un peu composer avec les sensations d'anxiété. Et évidemment, au niveau des pensées, ça peut être, ressassé, hein, les mêmes pensées de façon, continuelle. Ensuite, justement, avoir, des inquiétudes ou des craintes, avoir donc se concentrer, uniquement sur ce qui pourrait aller mal versus qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner, avoir des craintes ou des pensées qui sont plutôt irrationnelles. Donc ça, ce sont certainement, des signes d'anxiété et on n'est pas obligé de tous les avoir là, pour souffrir d'anxiété. Souvent, les gens vont avoir, des patterns ou des signes qui sont plus fréquents ou plus particuliers par rapport à eux-mêmes. Et puis si on regarde plus au niveau des signes, de dépression, alors, pour les signes de dépression, ben, on peut penser, par exemple, à avoir des gens qui perdent l'appétit ou qui ont envie de manger continuellement, vivre des problèmes de sommeil, hein, donc soit dormir trop ou avoir du mal à s'endormir, donc avoir envie de pleurer, ou encore des changements assez brusques d'humeur, là, des hauts et des bas, difficulté à se concentrer. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se produire plus au niveau corporel, et au niveau des activités, eh bien, évidemment, ça peut être, justement un repli sur soi,
Ça peut être quelqu'un qui ne veut pas sortir de chez lui ou de chez elle, de son logement, ou si on pense à des enfants de sa chambre, encore une fois, qui fait de l'évitement, qui, dort, pour des périodes très prolongées. Donc ça peut être des symptômes évidemment. Ensuite, au niveau des pensées, hein, on peut penser à des pensées de tristesse, mais aussi de découragement, de se sentir, comme une personne inutile ou une personne qui est un fardeau pour les autres ou, avoir l'impression d'être un échec, hein, le désespoir et même dans les cas plus sévères, on peut penser à, avoir, les gens qui ont des pensées, suicidaires. Donc ça, ce serait des signes quand même, assez, importants au niveau de la dépression. Puis ce qui est important de savoir, c'est que l'anxiété, et la dépression, hein, ce sont des états qui peuvent en fait, coexister, qui peuvent se produire ensemble assez souvent. Donc si on pense pardon aux personnes qui sont autistes. Donc, s'il y a la présence d'anxiété ou s'il y a la présence de dépression, je pense que c'est bien de porter attention à l'autre aussi pour s'assurer là que est-ce que l'autre condition est aussi présente. Justement à cause de tous les facteurs qu'on a regardés ensemble tout à l'heure, là, d'injustice, de se sentir différent, de se sentir rejeté. Donc, tout ça peut provoquer évidemment beaucoup d'anxiété, mais peut provoquer aussi un sentiment justement de se sentir déprimé, mais aussi de se sentir, invalidé, là, si on veut, par la société. Donc je pense que c'est important de bien tenir compte, en fait, des 2. Hem, donc, hem On a parlé des facteurs et je pense que les facteurs sont importants, mais j'aimerais qu'on regarde aussi ensemble des déclencheurs qui sont vraiment peut-être plus spécifiques justement, chez la personne autiste. Donc il peut avoir la présence de tous les facteurs, mais il peut avoir aussi des éléments qui vont venir comme déclencher, hein, certains symptômes, et certainement, des incertitudes par rapport à certaines situations ou certains contextes. On a juste à penser à une personne autiste qui va dans un milieu de travail ou qui va dans un milieu d'études et c'est hostile, la personne se sent, intimidée ou vit de l'intimidation, il y a toujours beaucoup d'incertitudes pour la personne quand elle doit se rendre dans ce milieu-là. Donc certainement, ça peut être un élément déclencheur. On a parlé des changements, des transitions, qui effectivement, sont constantes. On peut pas échapper aux changements ou aux transitions. Mais certains changements ou certaines transitions peuvent être plus difficiles ou plus pénibles, pour la personne autiste et peut servir, de déclencheur. Toute la question de la surcharge, hein, au niveau sensoriel et émotionnel, donc l'information, sensorielle, l'information émotionnelle aussi, à laquelle la personne est exposée. Donc si la personne a vraiment des sensibilités par rapport au bruit, lumière et tout ça et a à composer avec un milieu extrêmement bruyant où il y a beaucoup de stimulation, ça peut certainement être un déclencheur. Toute la question des situations sociales aussi et les attentes par rapport à ces situations-là. Puis si je reviens un petit peu à l'exemple du, masquage ou du camouflage, où la personne, par exemple, peut vraiment se retrouver dans des contextes où elle sent elle doit camoufler certains comportements, à cause des attentes que disons dans un milieu quelconque scolaire ou du travail, que les gens se comportent d'une certaine façon. Donc mais ça peut en même temps être quelque chose qui est extrêmement stressant ou extrêmement difficile pour la personne et ça peut devenir en quelque sorte un élément, déclencheur dans certains contextes. Et aussi le fait d'avoir certaines peurs spécifiques, qui peuvent, déclencher là des états d'anxiété. Donc ça peut être, peur par rapport à certains bruits, mais par rapport à certains éléments spécifiques, bon, je sais il y a des gens qui ont peur des araignées, qui ont peur du tonnerre, peur des espaces restreints. Donc ça peut être aussi là comme de l'ordre des phobies, hein, peur de parler en public. Donc des choses comme ça peuvent aussi certainement être des éléments qui vont déclencher, des réactions, chez les personnes autistes ou des symptômes, qui s'apparentent à
des problématiques ou des défis là, en santé mentale. Donc, je pense que c'est important aussi de garder ceci en tête. Donc, quand est-ce qu'en fait on devrait demander de l'aide? Et là, c'est une question toujours qui est un petit peu compliquée parce que d'abord, ben, idéalement, ce serait la personne autiste elle-même qui pourrait identifier, mais parfois, c'est pas toujours possible. Mais si la personne a des défis à identifier, on peut l'aider, on peut l'appuyer certainement en tant que parent ou en tant que proche aidant ou même en tant que professionnel, hein, si on travaille avec une clientèle qui est autiste. Donc, on peut remarquer certains éléments de façon plus particulière qui peuvent aider à dire oui, est-ce qu'il faut aller chercher de l'aide là, au niveau de la santé mentale en plus du fait que la personne ait un diagnostic TSA. Donc, on voudrait d'abord considérer quelle est l'intensité, quelle est la fréquence des symptômes que la personne présente. Est-ce que ce sont des symptômes qui sont, disons, disproportionnels par rapport au contexte ou à la situation? Ou est-ce que ce sont des symptômes qui peuvent être expliqués peut-être par autre chose? Donc ça, c'est un point important à regarder, la question de l'intensité, et de la fréquence. Donc, si la personne, par rapport à toute transition ou tout changement, vit, un état d'anxiété, qui est disproportionné, ben, je pense que c'est différent de la personne qui, heu vit, une anxiété ou un stress par rapport à occasionnellement certains changements ou certaines situations. On veut aussi tenir compte, de la persistance des symptômes, hein. Donc, est-ce que, en fait, les symptômes, durent dans le temps? Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours là et que ça semble pas s'atténuer malgré des stratégies ou des choses qu'on a essayées pour appuyer, ça semble pas aider? Alors, peut-être que là, la personne a besoin d'aide additionnelle. Et on veut regarder aussi quel est le degré de perturbation, dans le fonctionnement quotidien de la personne, hein. Donc, quels aspects de sa vie sont impactés? Est-ce que c'est, heu, est-ce que c'est dans une sphère, dans 2 ou dans 3 sphères? Donc, est-ce que c'est, la personne est surtout anxieuse, quand elle est, à l'école, au travail? Même si c'est juste une sphère, ça ne veut pas dire en fait qu'on n'a pas besoin d'aide. Mais si la personne, en plus, est aussi impactée dans des situations dans la communauté, des situations sociales et en plus aussi à la maison, on observe la même chose. Certainement, là, on commence à parler d'un degré de perturbation qui est assez, sérieux, et qui impacte le fonctionnement quotidien à plusieurs niveaux. Donc c'est sûr qu'on veut regarder ça. Et puis finalement, on veut aussi évaluer quelle détresse tout ça engendre pour la personne. Quel niveau de détresse les symptômes engendrent. Donc, est-ce que c'est, plutôt de l'ordre du léger? Oui, de temps en temps, il y a un peu d'anxiété, mais quand on prend le temps de discuter, quand on essaye quelques stratégies, ça semble aider, ça semble s'estomper. C'est différent de, ben, c'est quand même, une détresse, peut-être pas sévère, mais c'est quand même c'est moyen, c'est omniprésent dans la vie de la personne, mais peut-être qu'effectivement, ça vaut la peine, d'aller consulter pour voir est-ce qu'il y a des stratégies, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place, qui peut aider que en fait, les symptômes se détériorent ou s'accentuent. Donc ça, c'est important, à garder en tête. Et puis, si, bien évidemment, on parle de détresse qui est sévère, ben, à ce moment-là, je pense qu'il va sans dire que ce serait important d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher de l'appui. Et puis quand je parle d'aide et d'appui, hein, ça peut être à différents niveaux. Donc évidemment, ça peut être, consulter un professionnel en santé mentale pour faire de la thérapie, pour, explorer certaines stratégies qui peuvent aider. Et parfois aussi, il va falloir, si c'est un degré, disons, de symptômes, qui sont incapacitants pour la personne, ben là, il va falloir peut-être penser à explorer la possibilité de médicaments pour, en tout cas, pour un certain temps, contrôler ou mieux gérer certains des symptômes. Donc, c'est différents aspects, différentes choses qui peuvent être, considérées quand on parle d'aller chercher de l'aide. Mais évidemment, la plupart des professionnels ne vont pas nécessairement pousser des médicaments, là. Mais ils vont explorer par contre quelles sont les options, quelles sont les possibilités, qui peuvent, être mises en place pour aider dans la gestion
symptômes là, au niveau de la santé mentale. Maintenant qu'on a vu disons les facteurs, hein, qui peuvent impacter, qui peuvent faire en sorte que le développement de symptômes ou de troubles secondaires en santé mentale pour les personnes autistes et on a regardé aussi certains des déclencheurs. Je pense que c'est important aussi de regarder qu'est-ce qui peut jouer comme étant des facteurs de protection. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour appuyer parce qu'il y a quand même, ce n'est pas que du négatif, il y a des choses qu'on peut faire, il y a du positif. Alors on a déjà parlé, de l'appui familial. Certainement, le fait d'avoir, un milieu familial, un entourage qui soutient, qui appuie, qui valide, la personne, ça joue un rôle très, très important. Et aussi avoir un bon réseau, de soutien formel et informel. Donc informel, on parle plus peut-être des amis, des connaissances, la famille aussi est inclus, ça peut être la famille élargie, des activités dans la communauté, des choses qui font du soutien qui fait en sorte que la personne se sent vue, entendue, respectée, et ensuite un soutien peut-être plus formel où là on parle de ça peut être au niveau du milieu de l'éducation, quelles sont les adaptations, les appuis qui sont mis en place, mais aussi des professionnels, donc un médecin de famille, qui comprend bien, les enjeux et les défis de la personne, thérapeute, d'autres professionnels qui peuvent appuyer aussi. Donc ce sont tous des ressources qu'on peut mettre en place. Donc le fait d'avoir ce bon réseau-là de soutien peut jouer un rôle très important. Ensuite, quand la personne peut, développer peut-être certaines aptitudes sociales, donc c'est pas toujours facile dépendamment, d'où la personne se trouve au niveau du spectre de l'autisme, mais, on sait que la présence de certaines aptitudes sociales pour pouvoir, interagir, avec son milieu, avec son entourage, peut être un facteur de protection, et peut aider la personne. Et donc, avoir aussi une confiance, un certain niveau de confiance en soi et ça, je pense que, ça peut venir avec le fait d'avoir un bon appui, d'être reconnu, d'être validé, que les gens autour de nous aussi identifient quelles sont nos forces comme personnes. Ça peut certainement jouer sur le niveau de confiance en soi, sur l'estime de soi. Aussi avoir des stratégies d'adaptation qui aident. Donc, disons que je reviens avec l'exemple du camouflage ou du masquage. Hem, je pense que ça peut faire une différence si, dans une journée à l'école ou dans une journée, dans un milieu de travail, une personne, autiste sait qu'elle peut comme stratégie prendre des pauses dans un endroit où elle va être, seule et elle va être calme, il y aura pas trop de stimulation. Ces moments-là peuvent être en fait des moments où elle récupère et ça peut devenir comme des stratégies d'adaptation qu'elle met en place versus quelqu'un qui aurait pas accès et serait en fait pris toute la journée à masquer, à camoufler. Donc là, ça pourrait causer beaucoup plus de détresse. J'avais donné aussi l'exemple de mon fils aîné qui a appris beaucoup de stratégies au niveau de l'organisation, de la gestion du temps. Donc ça peut être des stratégies qui viennent, aider et qui peuvent être des facteurs de protection. Ensuite, avoir aussi, en fait, je le mentionne parce que ça peut avoir l'air très simple, d'aller chercher de l'aide et de demander des conseils, quand on en a besoin. Mais je pense que ce que je vais dire, c'est valable pas juste pour les personnes autistes, mais aussi pour la population générale. C'est pas tout le monde, qui a la capacité, en fait, d'aller demander de l'aide. Pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui est très difficile. Ça peut être associé justement à du stigma ou si la personne a déjà demandé de l'aide par le passé, ça s'est pas bien passé, ça peut être difficile. Alors, mais avoir cette capacité-là, de pouvoir aller demander de l'aide, au bon moment, c'est vraiment un facteur de protection, versus attendre quand les choses vont vraiment, vraiment mal. Et même chose pour la prochaine, disons, le prochain point qui est, pouvoir nommer ou reconnaître ses émotions. Ça peut faire vraiment une différence au niveau de facteurs de protection, dans le sens où une fois qu'on est capable de nommer et reconnaître ce qui se passe, ben, justement, on est plus apte à aller chercher de l'aide ou à poser des actions ou à faire des choses pour remédier à la situation. Parfois, pour les personnes autistes, ça peut être difficile de nommer,
ou reconnaître les émotions. Alors, c'est pourquoi, comme personne, comme parent ou comme proche aidant ou membre de l'entourage, on peut aider à avoir des conversations, à faciliter justement le fait de reconnaître les émotions. Donc, on peut poser des questions comme qu'est-ce qui se passe présentement pour toi? Où tu le sens dans ton corps? Des choses comme ça qui peuvent permettre à la personne de nommer ou d'être guidée, hein, pour reconnaître qu'est-ce qui se passe, pour il ou pour elle. Et aussi, la capacité à pouvoir, passer à travers, des déceptions, échecs, défis, des situations négatives et c'est pas toujours facile parce que les personnes autistes sont aussi exposés de façon disproportionnée à ce genre de situation-là. Mais la capacité à se remettre de ceci, à trouver d'autres stratégies, ou justement faire appel à son réseau de soutien. Donc au fond, ça c'est de l'ordre aussi, hein, de la résilience. Tout ça, peut aider et devient aussi un facteur de protection. Donc je pense que c'est important de nommer ces éléments-là. Maintenant, en tant que personne, proche de la personne autiste, qu'on soit parent ou qu'on soit, proche aidant, qu'est-ce que nous, on peut faire, hein, pour mieux soutenir, la personne? Alors, il y a différentes choses, je pense que ce que j'ai mis ici, ça s'applique aussi aux personnes qui sont plus des professionnels qui travaillent avec une clientèle autiste, mais même comme parent ou comme proche aidant, des fois, on peut avoir l'impression qu'on connaît la personne, que l'on aime et qu'on soutient, mais c'est vraiment important d'apprendre à vraiment connaître la personne et quand je dis vraiment connaître, c'est, connaître, au fond, quels sont les déclencheurs, quelles sont les forces de la personne, quels sont les facteurs que j'ai nommés qui s'appliquent davantage à cette personne-là. Donc oui, est-ce que la personne a vécu de l'intimidation? Ben, là, ça va nous donner des indices aussi sur pourquoi elle peut réagir de certaines façons dans certaines situations. Donc vraiment connaître la personne, qui elle est, comment elle pense, comment elle fonctionne. Aussi vraiment prendre au sérieux quelles sont les craintes, et les inquiétudes et les préoccupations de la personne. Des fois, on peut avoir tendance, parce qu'on n'est pas dans le corps de la personne, on n'a pas son vécu, au niveau des sensations physiques et émotives, on peut avoir, tendance à dire: «Ah non, mais c'est pas si grave que ça» ou «Tu es capable de gérer», mais quand c'est des préoccupations qui sont nommées, je pense que c'est important de prendre un moment de vraiment les reconnaître, de valider, qu'est-ce que la personne, mentionne. La rassurer aussi qu'on comprend qu'elle est pas seule, qu'il y a du soutien, épauler, donc laisser savoir qu'on est là, justement quand il y a des besoins et ça peut certainement aider. Alors, je sais que pour mon plus jeune, des fois, c'est vraiment juste venir chercher un câlin. Venir chercher un câlin par rapport à une situation, qui est, soit frustrante ou stressante. Ça peut juste permettre de faire descendre, la tension. Donc ça peut être, quelque chose d'aussi simple que ça. Évidemment, examiner aussi qu'est-ce qui fait, quelle est la condition ou la raison sous-jacente au comportement? En quoi le comporte en quoi, c'est quoi la fonction de ce comportement-là, au lieu de juste regarder au fond le comportement comme tel. Donc, on pense ici à l'analogie là du iceberg. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière le comportement? Souvent, il y a beaucoup, beaucoup de choses, on voit juste la pointe et ce qui est en dessous, il y a une multitude de facteurs qui peuvent expliquer la réaction ou le comportement. Donc vraiment être alerté à ça. Aussi avoir des attentes et des objectifs, qui sont réalistes, hein, par rapport à la personne. Donc je pense que c'est vraiment, des discussions qu'on peut avoir aussi. Moi, je sais avec mon fils plus jeune, quand il revient de l'école, c'est souvent une période où il va faire beaucoup de bruit, il va avoir beaucoup de comportements, pour se réconforter. Et pourquoi? Ben, comme il m'explique, ben, toute la journée, j'essaye de retenir certaines choses, donc quand j'arrive à la maison, j'ai vraiment besoin de ça
comme me décharger. Et puis, à certains moments, des fois, je trouvais que c'était vraiment bruyant et tout et puis, et j'étais portée à dire: «Ben là, tu pourrais faire ça moins fort, tu pourrais» et finalement pour me rendre compte qu'en fait, il en avait besoin. Donc, mes attentes ont beaucoup changé par rapport à ça parce que je prends conscience aussi du fait que, il déploie beaucoup d'efforts durant la journée pour gérer certains des comportements. Donc, quand il arrive à la maison, c'est un espace en fait sécuritaire où il peut se laisser aller et je pense que ce serait pas réaliste pour moi de demander de pas avoir, des comportements comme ça. Ce serait tout à fait injuste, et pas très sain non plus pour lui. Donc toute la question là d'avoir des objectifs réalistes est vraiment importante. Je pense qu'aussi il faut cultiver, l'optimisme ou, disons une vision positive par rapport à la capacité de la personne à gérer ses symptômes. Donc, en tout le monde sent si quelqu'un croit en nous, si quelqu'un a confiance qu'on est capable de faire face à une situation, ça va nous donner davantage de l'espoir. Donc si on peut, transmettre cette émotion-là ou cette confiance-là, à la personne autiste qu'on a confiance dans ses capacités, bien évidemment, ça peut l'aider aussi à développer une confiance. Évidemment, je pense que c'est important de le faire tout en étant, toujours, disponible et laisser savoir à la personne qu'on est là s'il y a des enjeux ou des problèmes, mais qu'on sait aussi qu'elle est quand même capable, de gérer des situations. Et puis, ben, une autre façon dont on peut soutenir, la personne, c'est, si nous, on n'est pas sûr, hein, parce qu'en tant que membre de la famille ou de l'entourage, des fois, on peut être incertain de qu'est-ce qu'on doit faire ou comment on devrait réagir. Donc, si on n'est pas sûr, on peut communiquer aussi avec un professionnel, en santé mentale pour poser des questions, pour s'informer, pour avoir des stratégies. Donc, je pense que c'est certainement, quelque chose que nous, on peut faire, et pas juste la personne, qui a un TSA. Ça peut être nous aussi comme proche aidant. Hem, D'autres points ou d'autres suggestions, additionnelles, hein, qui peuvent toujours aider, c'est évidemment, préparer les transitions, les changements, quotidiens parce que ça joue un rôle important. Avoir des routines claires et simples, puis je sais que ça a l'air très évident, mais en même temps, que ce soit, pour quelqu'un qui a un TSA ou quelqu'un qui a n'importe qui a des défis au niveau de la santé mentale ou même n'importe qui en général, avoir des routines, c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Donc, une bonne hygiène de sommeil, manger régulièrement, faire de l'exercice, ça, c'est des choses qui peuvent vraiment aider au niveau de la gestion de certains symptômes en santé mentale. On veut aussi essayer d'avoir des stratégies qui sont le plus possible constantes entre ce qu'on fait à la maison et, par exemple, si on pense à des enfants ou des adolescents, donc plus jeunes, donc avoir cette constance-là au niveau des stratégies. Aussi favoriser, hein, la discussion, les échanges, prendre le temps d'entendre, d'écouter la personne, donc dans son vécu et on peut être là pour refléter, pour remarquer des choses aussi, pour aider à guider la personne. Donc: «Ah, j'ai remarqué que dans telle situation, dans tel scénario, c'est là où tu as l'air, un peu plus anxieux. Je le remarque parce que je vois que tu bouges davantage ou, on dirait que, tu as les mains moites ou des choses comme ça. Donc on peut refléter à la personne si parfois c'est difficile pour elle. Demeurer flexible, demeurer vraiment flexible par rapport aux symptômes qui sont présentés et comment on les gère, hein. Essayer de trouver des stratégies ou des façons de faire qui fonctionnent pour la personne. Donc si la personne n'aime pas des stratégies ou des trucs qu'on donne, mais je pense que c'est important d'être ouvert à essayer autre chose, pardon. Établir un environnement calme. J'ai mentionné ajuster, les attentes et aussi, ben, quand il y a des choses qui se passent bien, ben, c'est important aussi de le mentionner. Tu sais: «Wow, tu as bien géré cette situation-là, c'était pas facile, mais j'ai vu que tu l'avais bien géré, bravo». Pour que la personne puisse dire: «OK, ben oui, il y a des succès et puis je peux utiliser certaines des stratégies qui ont bien fonctionné dans une situation, je peux peut-être aussi les utiliser dans d'autres, situations et bâtir là-dessus». Donc je pense que ça, c'est aussi vraiment important. Hem Et puis, donc, finalement, quand nous, comme proches aidants ou comme parents, qu'est-ce qu'on fait quand on se sent dépassé?
ben, ça peut arriver souvent parce que c'est un contexte qui est pas toujours facile et surtout quand on voit que la personne qu'on aime, souffre, on veut aider. Donc, une des choses qu'on peut faire, c'est reconnaître qu'on n'est pas seul, et que nous aussi, on peut avoir besoin d'aide. Donc, on est la personne qui est là pour aider, mais nous aussi, parfois, on a besoin d'aide. Et on devrait faire appel quand on le sent à notre réseau de soutien, qu'il soit formel, ou informel, donc que ce soit proches amis ou des professionnels, je pense que c'est important. Des fois aussi, juste le fait de pouvoir identifier quelles sont les ressources qui sont disponibles en santé mentale, dans ma communauté, et qui seraient adaptées pour, la personne autiste que j'essaie d'aider ou de soutenir. Ça peut être rassurant de savoir qu'il y a des ressources qui existent. Identifier aussi ce qu'on fait déjà de bien, parce qu'on fait déjà des choses, il y a déjà des forces qu'on a. C'est important de se le rappeler pour pas juste sentir qu'on est démuni ou qu'on est dépassé. Il y a quand même des choses qu'on fait qui fonctionnent bien. Alors ça, c'est important. Développer aussi sa propre résilience, hein, en prenant soin de soi vraiment de façon quotidienne. Donc, les stratégies d'auto-soin, tout ce que je mentionnais tout à l'heure, avoir une bonne hygiène de sommeil, faire de l'exercice, donc bien manger, demander de l'aide professionnelle si on en a besoin. Ça vaut aussi pour nous comme personnes qui aident, et puis aussi vraiment faire preuve de compassion et d'indulgence envers, soi-même quand il y a une situation qui est difficile à gérer. Donc, personne n'est parfait, tout le monde fait de son mieux, et puis, donc parfois il y a des journées ou des moments qui sont moins faciles que d'autres, mais de reconnaître qu'on fait de notre mieux, je pense que c'est vraiment important et ça peut aider. Et puis peut-être, j'ai dit en terminant, mais là vraiment en terminant pour récapituler ou à retenir, dans ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'on sait qu'une personne, sur 5 hein, éprouve des problèmes de santé mentale. Donc c'est pas juste les personnes autistes, mais on sait que les personnes autistes sont plus à risque de présenter des défis, à cause des facteurs, des déclencheurs qu'on a vus, des risques additionnels et le fait de vivre aussi beaucoup de stigmas, et de défis, au quotidien. Mais en fait, l'identification et puis l'intervention, précoce, par rapport aux symptômes et aux troubles de santé mentale peuvent vraiment aider à mieux gérer, et aussi à réduire, l'impact des symptômes, des problèmes sur le bien-être de la personne autiste. Donc vraiment, c'est de porter attention à la manifestation des symptômes, mais aussi comment on peut intervenir de façon précoce, pas attendre là que la personne ait des problèmes vraiment sérieux. On peut commencer très tôt à promouvoir, des bonnes habitudes et un soutien positif. Alors, sur ce, j'aimerais, donc, voir, on est rendu à la partie des questions, en fait, et j'aimerais peut-être, inviter, les gens, s'il y a des questions à poser que vous pouvez mettre, dans la boîte de discussion. Ça me fera, plaisir d'y répondre. Et puis, sinon, j'ai des questions, auxquelles je peux aussi, répondre qui avaient déjà été, envoyées. Alors, je vais commencer à répondre à ces questions-là, en gardant, un œil sur, la boîte de discussion. S'il y a des questions, vous êtes les bienvenus à les poser. Alors, une des questions était: «Comment parler de santé mentale avec la personne autiste?» Et ce que je dirais, c'est le plus simplement possible. Donc je pense qu'on peut dire que tout comme, on a une santé physique et parfois on peut avoir des problèmes de santé physique, on va voir un médecin, on a besoin heu, de médicaments ou d'un traitement pour un problème de santé physique, c'est la même chose pour les problèmes de santé mentale. Donc, on peut, à certains moments, vivre des difficultés ou des troubles qui peuvent faire en sorte qu'on a besoin d'aller chercher de l'aide. Et c'est tout aussi important que pour la santé physique. Je pense le plus simplement, on le présente, puis je le présenterai comme ça à n'importe qui dans la population générale de toute façon. C'est vraiment d'essayer de le présenter d'une façon, qui démystifie la santé mentale, qui évite de stigmatiser qu'est-ce que c'est. Donc je pense que ça serait une façon de faire. Une autre question, c'est est-ce que les problèmes de santé mentale, seront toujours présents? Et puis je dirais que ça dépend.
Donc, on a parlé d'un continuum, évidemment. Donc, à certains moments, on peut tous avoir des défis au niveau de la santé mentale. La raison pour laquelle je dis ça dépend, c'est si on reçoit, par exemple, un diagnostic, de TDAH, ben, dans un scénario comme celui-là, il y a plus de chances que ça perdure, évidemment, dans le temps, que ça va pas disparaître. Mais ça veut pas dire, par contre, qu'on ne peut pas bien fonctionner avec un diagnostic en santé mentale. Si c'est bien géré, si on a un bon suivi, si on a mis en place des bonnes stratégies, on peut tout à fait bien vivre. Tout comme quelqu'un peut bien vivre avec un problème, comme par exemple le diabète, peut vivre en ayant un bon suivi, puis en ayant donc un bon traitement. Donc, je pense que c'est tout à fait possible. Pourquoi les personnes autistes sont plus à risque de développer des problèmes de santé mentale? Alors ça, je crois qu'on y a fait allusion à cette question-là pas mal tout au long de la présentation, par rapport aux facteurs, par rapport aux éléments déclencheurs, par rapport au contexte, l'environnement aussi, hein, comment les personnes autistes, ont à composer avec une société qui est pas adaptée à leur réalité, à leurs besoins. Donc tout ça peut venir exacerber certainement des symptômes et des problématiques, au niveau de la santé mentale. Et quoi faire pour diminuer, le risque, de développer des problèmes de santé mentale, chez la personne autiste? Ben, ça revient à ce que je mentionnais, c'est d'être à l'affût, en fait, des symptômes et de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, plus tôt que tard. Donc, vraiment y aller dans la prévention. Parce qu'il y a vraiment rien de mal à aller demander, de l'aide et de se faire dire, ben, oui, il y a certaines stratégies, mais c'est pas un diagnostic comme tel, mais il y a certaines stratégies ou trucs que la personne peut essayer. Je pense que c'est mieux d'être mieux vaut y aller avec prudence et de demander, que d'attendre quand il est trop tard. Donc, je pense que vraiment l'intervention précoce peut certainement aider. Alors, ça fait le tour. Je vais juste vérifier pour moi, encore une fois, dans la petite boîte, des questions, s'il y a des questions. Comment, trouver un spécialiste pour aider? Merci pour la question. Et faut-il demander une référence d'un docteur? Alors, pour trouver un spécialiste, en fait, si on cherche plutôt de l'ordre d'un thérapeute, ou d'un travailleur social, alors je pense qu'il y a des ressources comme, en Ontario, il y a des ressources comme, Psychology Today, où on peut aller en ligne et on peut taper, ce qu'on cherche. Donc qu'on cherche un thérapeute qui a une expertise à travailler avec, les personnes autistes. Donc, on peut avoir, accès à un répertoire de personnes qui seraient qualifiées. Alors ça peut être une façon de le faire. Il y a quand même quelques cliniques aussi qui existent. Là, je pense plus à Toronto parce que moi, je suis sur la région de Toronto, mais il y a aussi maintenant de plus en plus de cliniques qui existent au niveau de la neurodiversité qui peuvent offrir, des services comme ça. Évidemment, c'est des services qui sont davantage payants, mais ça peut être, des services qui existent. Autisme Ontario aussi est une bonne ressource dans le sens qu'ils peuvent vous partager des ressources qui existent. Et si on veut aller voir, si on a besoin de voir, vraiment un spécialiste par rapport à plus, des médicaments ou des choses comme ça par rapport à la santé mentale, là, on pense plus à un psychiatre. Alors dans ce cas-là, oui, il faudrait une référence, d'un médecin de famille vers un service de psychiatrie, pour pouvoir voir ce spécialiste-là. Donc ça, c'est une autre, option. Alors j'espère que ça répond à la question. Et puis je ne vois pas d'autres questions en ce moment. Alors, je pense que c'est le tour de Mélanie. Donc, merci Kathleen pour la présentation exceptionnelle. Je vous remercie à tout le monde d'être avec nous ce soir. À la fin de la présentation, vous allez voir un questionnaire. Je vous demanderai de répondre au questionnaire pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la présentation de ce soir et comment on peut améliorer les choses dans le futur. Donc, encore une fois, merci Kathleen, merci à tout le monde d'avoir venu et nous espérons de vous voir tous à notre prochaine session. Merci. Merci tout le monde. Au revoir.